Voilà, je tiens à vous remercier d'être présent à cette réunion de neurologie qui s'intéresse à un des paragraphes assez importants de notre discipline qui est la céphalée. Et je remercie Michel Vandenay d'être présent cette fois. Donc Michel Vandenay travaille au CHC à Liège et son pôle de prédilection c'est la céphalée. Il fait partie des élèves de Jean Schoenen, et donc dans tout son cursus, c'est surtout la céphalée qui a été son point d'intérêt. En neurologie, on a eu en 91 l'arrivée des triptans, qui a été un boom pour la thérapie qui était très pauvre à l'époque, de la crise. Jusqu'en 2005, on n'a rien eu de particulier, si ce n'est la toxine botulinique qui est arrivée en 2005 pour les migraines chroniques. Et puis, il y a un trou jusqu'en 2019 et l'arrivée des nouvelles thérapies. Et là, tout s'enchaîne parce que maintenant, on a un pipeline de nouvelles molécules dont il va nous parler qui sont proches d'être commercialisées. Michel, je te remercie. Donc oui, pour la petite histoire, cette fois-ci, je suis présent parce qu'il y a quelques années, il m'avait invité à venir parler aussi de la migraine et j'avais totalement oublié en fait. Donc un peu avant la réunion, il me téléphone pour savoir où j'en suis sur la route. Je suis toujours à Liège. Donc voilà. Aujourd'hui, j'étais bien à l'heure. Le sujet ici, donc, c'est la migraine, mais surtout les actualités dans la migraine, donc avec les nouveaux traitements qui sont à notre disposition en Belgique, au Luxembourg encore plus facilement que chez nous. Et on parlera aussi des visions d'avenir, etc., par rapport à la prise en charge de la migraine. Alors d'abord, comme une toute petite revue de la migraine, donc ça c'est mes conflits d'intérêts. Donc en gros, je suis payé par toutes les firmes qui font les nouveaux traitements, donc je n'ai pas d'a priori par rapport à un traitement par rapport à l'autre. Bref rappel des critères diagnostiques de la migraine sur les caractéristiques de la douleur. Donc il y a 4 caractéristiques de la douleur. Ça doit être une demi-tête, la douleur doit être modérée à sévère, elle doit être de caractère lancinant pulsatile, donc ce n'est pas une douleur continue, et elle doit être aggravée par des activités physiques régulières. Maintenant, sur ces 4-là, on n'en a besoin que de 2 pour pouvoir parler de migraine. Et en plus de ces critères sur la douleur, il faut des signes d'accompagnement. Il y en a 2, donc c'est nausée et ou vomissement, et une sensibilité au bruit et à la lumière. Et là, on demande les 2, donc sensibilité au bruit et à la lumière. Maintenant, sur ces 2 signes d'accompagnement, on n'en a besoin que de 1 aussi pour pouvoir parler de migraine. Si on les a tous, c'est encore plus facile. Et les crises de migraine durent de 4 à 72 heures non traitées. Chez les enfants, elles peuvent être plus courtes, elles peuvent ne durer que de 1 à 2 heures sans traitement. Et quand on est au-delà de 72 heures, on parle d'un état de mal migraineux. Donc ça, c'est pour les critères diagnostiques de la migraine que j'imagine, enfin, vous connaissez probablement la migraine, et en tout cas des personnes migraineuses dans votre entourage. Alors, si on essaye un peu de schématiser ce qui se passe dans la migraine, c'est une maladie héréditaire, donc c'est génétique, donc c'est la partie gauche du tableau ici. Donc quand on est en fonction du nombre de mauvais gènes qu'on a pour la migraine, on aura un seuil qui sera très bas, ou si on en a très peu, on aura un seuil qui sera très haut. Et puis au moment de la puberté notamment, donc c'est la première descente ici, on n'a pas de pointeur, mais donc voilà. Donc c'est la puberté ici qui fait que le seuil migraineux à ce moment-là descend, ce qui fait que souvent que la migraine apparaît au moment de la puberté et de la ménarche, donc chez les femmes notamment. Et sur ce seuil migraineux-là viennent se greffer donc les flèches en bleu, ce qu'on appelle les facteurs déclenchants, qui feront qu'à un moment donné, un migraineux va développer une crise de migraine. Ça peut être le stress, l'énervement, grasse matinée, dormir trop peu, un verre d'alcool, sauter des repas, la période des règles, etc. Donc tous les facteurs qui peuvent déclencher des crises. Et plus on a un seuil migraineux qui est bas, au moindre facteur déclenchant, on aura des crises, et on aura des crises migraineuses extrêmement fréquentes. Et si on a un seuil très haut, on n'aura peut-être jamais mal à la tête, ou l'exemple d'une crise de migraine poussée à l'extrême, c'est la gueule de bois, qui peut arriver chez des personnes même non migraineuses. Alors, donc si on le remet sur un autre schéma, donc de nouveau, comme on le voit, donc le seuil migraineux donc, qui est en orange ici, déterminé par les gènes et puis influencé par notre environnement, par l'âge, par tous les événements de vie. Et puis l'escalier, donc ce sont les facteurs déclenchants qui vont faire qu'une crise apparaît. Ça nous permet d'avoir 3 niveaux où on peut éventuellement agir dans la migraine. Le premier, c'est tout ce qui est hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation. S'il y a des facteurs déclenchant haute, musculaire ou articulaire, c'est la prise en charge kiné. J'ai appris qu'il y avait des kinés aujourd'hui qui venaient, donc qui est extrêmement important, même si j'en parlerai pas dans l'exposé. Le deuxième point sur lequel on peut agir, le point 2, donc c'est sur le seuil migraineux. Et donc là, c'est le but des traitements de fond dans la migraine, donc les traitements préventifs. Et le troisième point sur lequel on peut agir, c'est le traitement de crise. Et là, l'exposé ici s'intéressera surtout au point 2, au point 3,
surtout donc, les nouveaux traitements en traitement de fond, et un qui a la particularité d'être utilisé dans les deux, donc traitement de fond et traitement de crise. Alors, après, la question, c'est faut-il traiter la migraine et à quel prix, notamment avec les nouveaux traitements qui ont des prix de plus en plus énormes. Les anticorps, on parle de 500 € par mois. Alors, ce n'est pas banal non plus comme maladie, la migraine. On sait que c'est une des maladies les plus fréquentes. Donc, c'est à peu près 12 à 13% de la population générale, 18 à 20% des femmes et 13 à 14% des enfants et adolescents qu'on oublie un peu souvent. Et en ce qui concerne la migraine chronique, donc c'est plus de 15 jours par mois sur au moins 3 mois sur une durée d'1 an, la prévalence de la migraine chronique, elle aussi, en fonction des études, on va dire de 1,8 à 2,5% de la population générale, donc de nouveau ce qui est énorme en fait. Alors tout ça, ça a un impact d'une part sur la qualité de vie du patient, donc c'est des ronds orange au-dessus, où plus de la moitié donc, ont peur de la situation financière à cause de l'impact qu'a la migraine sur leur vie. Un tiers met que ça a un impact négatif sur leurs relations amoureuses ou de couple. Et presque les 3/4 estiment qu'il serait un meilleur parent ou un meilleur conjoint s'il n'était pas migraineux par rapport à la vie qu'il mène pour le moment. Ça a des répercussions aussi sur l'entourage, donc ça ce sont les ronds en dessous. Presque la moitié des familles avec un migraineux chronique ont peur d'inviter du monde à la maison, de peur que monsieur ou madame qui est migraineux chronique ne passe la soirée dans la chambre plutôt qu'avec les invités. Et ça a une répercussion aussi sur les enfants qui sont plus anxieux quand un des parents est migraineux chronique. Et aussi sur, de nouveau, des difficultés au niveau de l'avancée professionnelle chez le conjoint, donc pas uniquement le migraineux chronique. Donc la migraine et la migraine chronique, ça a un impact important qui fait que ça justifie largement les traitements dont on va parler. On ne va pas parler des anciens traitements de la migraine, des traitements de fond par voie orale, donc il y a des bêta-bloquants, donc un antihypertenseur, il y a des sartans, toujours un antihypertenseur, il y a des antiépileptiques, des antidépresseurs, qui fonctionnent relativement pas mal. Le problème qu'on a avec ces traitements-là, d'une part, ce sont les effets secondaires, et malgré tout aussi en partie l'absence d'efficacité suffisante. Ce qui fait que ce qu'on appelle la persistance, le fait que le patient continue à prendre son traitement comme il a été préconisé par le médecin, que ce soit le médecin traitant ou le généraliste, on voit qu'à 6 mois, il n'y a déjà plus qu'un patient sur 4 qui prend son traitement correctement, et à 1 an, on tombe à 14% seulement des patients qui continuent à prendre le traitement. Les chiffres qu'on a pour le moment avec les anticorps monoclonaux, ça dépend un peu des études de nouveau. En gros, à 2 ans, il y a encore 60 à 70% des patients qui continuent les traitements. Et il y a une autre étude qu'on verra tout à l'heure à 5 ans, où il y a encore 56% des patients qui continuent le traitement à 5 ans. Donc on est dans une gamme de persévérance au traitement beaucoup plus importante avec les nouveaux médicaments qu'avec les anciens traitements. Alors, de nouveau, la partie principale de l'exposé ici sera surtout par rapport aux anticorps anti-CGRP. Donc le CGRP est une molécule importante dans la migraine. On sait qu'elle est élevée pendant les crises de migraine, qu'elle rediminue entre les crises de migraine, qu'on peut déclencher des crises de migraine en infusant du CGRP aux patients migraineux, etc. Donc ça, on le sait depuis les années 80-85. Il aura quand même fallu presque une trentaine d'années pour arriver à sortir des molécules et des traitements ciblant cette protéine, donc produite par nos neurones, libérée au niveau cérébral d'une part, mais aussi dans la circulation sanguine. Hop là, pardon. Si on le met sous un autre schéma, donc voilà. Donc la partie gauche ici, c'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Donc on va dire que c'est au niveau du cerveau et de toutes les afférences méningées, donc toutes les terminaisons nerveuses qui entourent les méninges et les vaisseaux méningés, où il y a une activation au début d'une crise de migraine qui se passe à cet endroit-là, avec libération de produits, notamment le CGRP ici, mais d'autres substances, glutamate et substance P, qui vont de nouveau réactiver encore, entraîner une dilatation et ce qu'on appelle l'inflammation neurogénique. Donc il y a vraiment toute une inflammation à ce niveau-là qui se passe avec libération d'énormément de substances, dont le CGRP. Le fait d'avoir une activation en permanence, donc je m'entends, c'est bien. C'est pour ceux qui sont en ligne. Il y a quelqu'un qui est en présentiel et en ligne. Donc le fait de bombarder en permanence le noyau du trijumeau qui se trouve ici va faire à cet endroit-là, donc de nouveau, une libération de CGRP aussi au niveau central. Le but des traitements de fond qu'on a pour le moment, c'est d'une part les anticorps anti-CGRP, donc qui vont bloquer directement le CGRP ici, et la toxine botulique dont on parlera aussi, qui empêche la libération de neurotransmetteurs. Donc elle ne bloque pas, donc la toxine botulique ne bloque pas, j'arrive pas à avoir la souris de nouveau. Voilà. Donc elle ne bloque pas que le CGRP, elle bloque aussi la libération donc, du glutamate, de la substance P, etc. Donc des mécanismes d'action un petit peu différents, et on verra que ça peut éventuellement avoir un intérêt pour les patients qui sont réfractaires à pas mal de traitements de fond. Alors,
les anticorps monoclonaux sont sortis depuis après 2015, en tout cas les études 2015-2016. Il y a eu des premières recommandations faites en 2019 par la Société européenne des céphalées et qui ont été revues en 2022. Qu'est-ce qu'ils proposent? Donc, pour eux, l'indication des anticorps monoclonaux, c'est dans la migraine épisodique et dans la migraine chronique. La toxine botulique, dont on parlera aussi, ce n'est que dans la migraine chronique. Or, au Luxembourg, on peut faire un peu ce qu'on veut apparemment sur les traitements de fond. En Belgique, pas trop, donc comme j'en parle aussi en Belgique, donc je mets les petits commentaires pour la Belgique. Donc nous, ce n'est qu'à partir de 8 jours par mois où on peut le proposer. Donc un migraineux qui a 5, 6 ou 7 jours par mois, on ne peut pas lui proposer. Troisième recommandation, en tout cas de la société, c'est il n'y a eu qu'une étude en fait qui l'a comparé par rapport au topiramate. Et donc la seule recommandation qu'ils peuvent faire, c'est en cas de migraine épisodique ou chronique, ils donnent la priorité aux anticorps par rapport au topiramate. Ici, vous pouvez le faire. En Belgique, nous, on ne peut pas. L'INAMI nous impose, dans les traitements de fond, d'au moins avoir essayé le Topamax avant d'envisager les anticorps qui sont plus efficaces. De nouveau, c'est une question socio-économique, économique principalement, pas sociale, économique uniquement. De nouveau, même chose. Donc, la question qui est posée à ce moment-là, c'est de savoir à partir de quand on va proposer les anticorps. Et donc, tous les experts le disent déjà en 2022, et ça vient d'être dit au Congrès international des céphalées de Séoul cette année, en première ligne. Donc, tous les experts le recommandent en première ligne. Alors, c'est bien beau de le recommander en première ligne. La réalité de terrain est différente. Ici, de nouveau, je pense que vous pouvez en première ligne ou pas. Oui, voilà. Ici, nous, on ne peut pas en première ligne. Il arrive en quatrième ligne, en fait. Donc, on doit avoir essayé au moins 3 traitements de fond, dont le Topamax, on en a parlé tout à l'heure, un bêta-bloquant, ça nous est aussi imposé, sauf s'il y a une contre-indication, un asthmatique sévère, un hypotendu, un bradycarde, on zappe le bêta-bloquant, c'est comme si on lui avait donné, et un autre médicament donc repris dans la liste d'en dessous, donc Dépakine, Redomex, Vanafaxil, Flunarizine, donc le sibélium, candesartan et la toxine botulique. Donc les critères sont assez stricts, et donc on sait parfois le proposer, enfin on n'a pas le choix, qu'en quatrième ligne en Belgique. L'autre question, donc, c'est de nouveau qu'est-ce qu'on fait des autres traitements quand on donne la toxine, les anticorps monoclonaux. Aucune recommandation, il n'y a aucune étude qui s'y est intéressée, donc ils n'ont pas d'avis à donner. En pratique clinique, ce qu'on fait généralement, c'est comme dans les études, quand on ajoute un traitement, on ne change rien au traitement qui était en cours, sauf s'il était mal toléré. Et dès que le patient, après 3 mois, est bien équilibré, on arrête progressivement le traitement de fond qui était en cours. Il n'y a au jour d'aujourd'hui pas d'interaction connue avec les anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP et les autres traitements de fond qu'on a à notre disposition dans la migraine. Et des études récentes montrent aussi qu'on peut même associer les anticorps monoclonaux avec une nouvelle classe de médicaments qui sont arrivés maintenant, ce sont les GEPAN, qui sont des agonistes au récepteur au CGRP, donc des médicaments qui vont se mettre sur le CGRP et bloquer le récepteur au CGRP. Donc il y a même une indication à éventuellement associer ces deux médicaments-là qui agissent pourtant sur la même voie au niveau de la migraine. En Belgique, une chose qu'on ne peut pas avoir, c'est le remboursement en même temps de la toxine botulique et des anticorps monoclonaux. De nouveau ici, je pense que vous pouvez donner les deux. Toxine, vous n'avez pas? Ou rembourser aussi, mais vous ne pouvez pas non plus les deux en même temps. Non, mais la toxine, bien. Le Botox, vous pouvez, ça. Oui, voilà. Ah oui, donc Vidurin et les anticorps, vous ne pouvez pas. Oui, ça va. Ou alors, ils doivent le payer. Oui, voilà. Oui. De nouveau, la question, c'est à partir de quand on évalue si le traitement est efficace ou pas. Les recommandations des experts, c'est après 3 mois. Pour une fois, chez nous, le gouvernement a suivi et a dit de fait qu'on pouvait évaluer les patients après 3 mois de traitement. Et chez nous, on ne peut continuer le traitement que si on a amélioré les patients de plus de 50% sur le nombre de jours où ils ont mal à la tête. Alors, juste une remarque, il y a un registre qui vient de sortir maintenant d'une équipe italienne où ils ont vu que sur 265 non-répondeurs, plus de la moitié des patients, donc non-répondeurs à 3 mois, plus de la moitié étaient répondeurs à 6 mois. Donc, c'est-à-dire que si jamais on pouvait continuer le traitement, ça permettrait à certains patients d'être répondeurs, mais les recommandations chez nous, c'est après 3 mois, si ça ne marche pas, on est obligé de les arrêter. Pendant 2 ans, avant que ce ne soit remboursé chez nous, on les utilisait sous un programme de Medical Need Programme, donc on pouvait le donner à usage compassionnel. Et là, de fait, quand on voyait les patients à 3 mois, si on avait l'impression qu'ils allaient mieux, 20, 25%, 30% de mieux, là, on continuait le traitement et de fait, il y a des patients qui s'amélioraient à 6 mois. La réalité de terrain maintenant étant différente avec les remboursements, à 3 mois, s'il n'y a pas plus de 50% d'amélioration, en Belgique, en tous les cas, on doit arrêter le traitement. Après, de nouveau, dans la littérature, on essaye toujours d'essayer de voir s'il y a des facteurs prédictifs de réponse au traitement de fond. Parce que pour le moment, quand on a un patient migraineux devant soi, on essaye un premier traitement, ça ne marche pas un deuxième, etc. On n'a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de prédire la réponse au traitement de fond qu'on va instaurer le jour où on voit le patient. Alors, il y a quelques facteurs prédictifs positifs de réponse aux anticorps monoclonaux.
c'est si la céphalée est toujours unilatérale, donc pas des migraineux avec une migraine bilatérale. Ceux qui sont le moins invalidés par leur migraine, les patients chez qui il n'y a pas de céphalie de tension en même temps que la migraine, et les patients qui répondent bien au triptan. Ce sont des patients qui seraient plus susceptibles de répondre aux anticorps que les autres. De nouveau, ça ne veut pas dire que les autres ne répondront pas. Donc une personne qui ne répond pas au triptan, on ne va pas lui dire je ne lui donne pas d'anticorps. On n'en est pas là ici. C'est juste des idées qui sont lancées pour le moment. Les facteurs négatifs, ce sont les patients migraineux chroniques. Et nous, une population qui nous embête le plus, c'est les migraineux chroniques qui ont une douleur permanente. Ce sont les patients qui sont visiblement les plus difficiles à traiter et qui sont résistants à, malheureusement, quasiment tous les traitements. Ceux qui ont eu un nombre d'échecs important à d'autres traitements de fond et ceux qui ont comme facteur de comorbidité une dépression. Ce sont les patients qui répondraient le moins bien aux anticorps monoclonaux. Voilà. La question, c'est après, pendant combien de temps on donne un traitement de fond? Les recommandations ici, c'est de 12 à 18 mois. En pratique, comme pour tous les autres traitements de fond, souvent on est de 6 à 12 mois. Et plus les patients sont migraineux sévères, donc notamment dans la migraine chronique, on aurait tendance à donner des traitements de fond pendant plus longtemps, donc de 12 à 18 mois. Et de nouveau, ils recommandent que quand on le diminue, si les céphalées reviennent, c'est de pouvoir reprendre le traitement quand on le souhaite. De nouveau, c'est très bien. Ici, vous pouvez le faire. Chez nous, par contre, de nouveau, on ne peut pas tout faire non plus. Il y a une pause. Quand on fait une demande de remboursement de 1 an, les patients sont traités pendant 9 mois, puis il y a un arrêt de 3 mois. Alors, il y a des patients qui ne sont pas contents de cette pause de 3 mois parce qu'ils s'aggravent rapidement et on va avoir des chiffres. Il y a d'autres personnes, par contre, que ça ne dérange pas parce que pendant ces 3 mois-là, ils ne s'aggravent pas. Ces 3 mois ont 2 raisons. D'une part, de nouveau, des raisons économiques, il ne faut pas le cacher. Et la deuxième raison, malgré tout, c'est qu'on le fait en pratique avec les autres traitements de fond. Après un certain temps, on essaye d'arrêter. Pourquoi? Parce que la migraine, elle a aussi une évolution naturelle où il va y avoir des crises, un moment où ça va moins bien, un moment où ça va mieux, et un moment où il y a plus de crises. Donc, c'est de permettre, malgré tout, parfois, de voir ce qui se passe au niveau de la migraine sans le traitement de fond. Alors, si on regarde maintenant justement les chiffres de ce qui se passe quand on arrête les traitements de fond, donc ici, on a donc tous les anticorps confondus, on ne va pas les séparer entre. Donc dans les anticorps, on en a 2 qui vont bloquer le CGRP directement. Donc les noms commerciaux sont les mêmes que chez nous. Donc c'est l'Ajovy et l'Emgality. Et puis on en a un, lui, qui va bloquer le récepteur au CGRP, c'est l'Emovic. Donc ils sont séparés sur les colonnes de droite, mais ça ne change pas pour le moment. Donc ici, donc la colonne la plus claire, oui, c'est donc les patients qui sont répondeurs, c'est la fréquence de leur crise au dernier mois du traitement. On arrête le traitement, donc ils sont évalués à 1 mois, puis ils sont évalués à 3 mois. Et de nouveau, on voit que assez rapidement, donc, la fréquence des crises se réaugmente chez ces patients-là. Autre chiffre ici, donc si on prend donc, dans le graphique ici, donc ceux-ci, migraine épisodique, les autres migraines chroniques. Donc de nouveau ici, ceci c'est le nombre moyen de migraines par mois avant le traitement, et ici aussi avant le traitement. Au moment du traitement, donc la zone la plus claire, et dès qu'on arrête le traitement à 3 mois, on voit que tous les patients s'aggravent, que ce soit les migraineux épisodiques ou les migraineux chroniques. Et à la fin de la période d'arrêt de 3 mois qui est imposée chez nous, donc plus de 80% des patients ne sont pas contents de cet arrêt-là, et généralement la majorité des patients reprennent le traitement, en tous les cas dans cette étude-ci, et chez nous en pratique, c'est ce qui se passe pour le moment. Une étude ici qui avait l'intérêt d'être une étude prospective et pas une étude rétrospective, donc d'analyser les dossiers après. Donc ici, ils ont évalué de nouveau en orange, donc la première partie, la baseline, donc la fréquence des crises avant le traitement par anticorps, la dernière semaine de traitement par anticorps, le premier mois d'arrêt après les anticorps et le 4e mois d'arrêt après les anticorps. Et si on met ça en chiffres, de nouveau, on va regarder celui de gauche ici, donc tous les anticorps confondus, donc aussi bien ceux contre le CGRP ou contre le récepteur. On se rend compte que dès le premier mois d'arrêt, donc ça c'est la diminution du nombre de jours par mois, donc ils sont à moins de 5 jours par mois quand ils sont sous traitement, ça diminue à moins de 3 jours par mois, et à 3 mois, ils sont quasiment revenus au départ, ils n'ont qu'un jour de moins qu'avant le début du traitement par anticorps. Il y a une aggravation peut-être un peu plus rapide avec les patients qui sont sous Emovic. L'explication éventuellement serait que la demi-vie en fait, de l'Emovic est un peu plus courte, elle est de 21 jours par rapport aux 2 autres anticorps. Et de nouveau, donc à 4 mois, il n'y a que 10% des patients qui sont toujours satisfaits de l'évolution et il n'y en a que 8, donc moins de 10% des patients qui continuent à ne pas reprendre l'anticorps après 3 mois d'arrêt. Ici, de nouveau, on essaie toujours d'avoir une idée de qu'est-ce qui nous permet de prédire quel patient va se réaggraver ou ne va pas se réaggraver. Ici, donc, si on essaye de séparer donc, les groupes, donc le graphique
Le graphique de gauche ici, donc, en clair, ce sont les personnes donc, qui vont reprendre le traitement parce qu'ils vont se réaggraver vite. Ceux en foncé, c'est ceux qui ne vont pas le reprendre parce qu'ils continuent à s'améliorer à l'arrêt de l'anticorps. Donc là, c'est le nombre de jours avant le traitement, à la fin du traitement et puis pendant la période d'arrêt. Et donc, si on les sépare en deux, en faisant attention aux échelles d'invalidité, la souris ne va plus, donc en vert, c'est l'échelle ITSIX, en bas, l'échelle MIDAS, c'est des échelles d'invalidité de la migraine. On se rend compte que c'est de nouveau, c'était dans les facteurs prédictifs aussi, ce sont les patients qui ont les échelles les moins invalidantes, donc c'est les moins invalidés par la migraine, qui ne reprendront pas le traitement à la fin de la période d'arrêt. Mais malgré tout, de nouveau, les chiffres sont les mêmes. De nouveau, vous voyez, donc c'est plus de 70% des patients qui, après la période de 3 mois, reprennent le traitement. Donc les migraineux belges devraient venir au Luxembourg, on pourrait reprendre le traitement beaucoup plus rapidement. La demande est en cours chez nous parce qu'il n'y a plus que 2 pays en Europe où cet arrêt de 3 mois est imposé. On n'a pas encore la réponse. Pour le moment, c'est toujours 3 mois d'arrêt. Alors, après, la question qui se pose aussi, c'est quand on arrête 3 mois et qu'on le fait reprendre, est-ce que les patients répondent de la même manière ? C'est un peu comme les autres traitements. C'est malheureusement pas toujours le cas. Et on commence à avoir des patients chez nous aussi où c'est le cas. Donc, comme maintenant, ça fait plus d'1 an qu'ils sont remboursés chez nous, on commence à avoir des patients chez qui on recommence le traitement après l'arrêt. Et il y a de fait quelques patients qui répondent moins bien. Une étude ici qui montre que de nouveau, plus de 70% des patients vont répondre comme après la première prise de traitement, mais il y a de nouveau plus de 25% des patients qui ne répondront pas de la même manière. Toujours la question aussi, que faut-il faire des patients qui prennent des antidouleurs de manière excessive ? Deux écoles se sont toujours un peu battues. Certaines disent non, on ne donne pas de traitement tant que les antidouleurs ne sont pas arrêtés. Mais toutes les études montrent qu'il faut faire les deux en même temps. Donc l'idéal, c'est d'arrêter la prise excessive des antidouleurs et instaurer un traitement de fond. Et en tous les cas, les patients sous anticorps, sous toxine botulique aussi et sous GEPAN répondent de la même manière au traitement de fond prescrit que les patients qui ne prennent pas les antidouleurs de manière excessive. Donc on peut le proposer chez les patients qui prennent les antidouleurs de manière excessive. Ce n'est pas un critère d'exclusion. L'autre question aussi, un patient ne répond pas à un anticorps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lui proposer un deuxième anticorps? De nouveau, pour le moment, en tout cas, les données dans la littérature ne sont pas suffisantes, en tous les cas en 2022, quand ils ont émis les recommandations, mais ils ne l'excluaient pas, ils disaient que ça pourrait être une option. Et déjà ici, le premier, c'était en 2020, donc c'était un rapport que de 3 cas, où de nouveau, des patients qui ne répondaient pas à un anticorps répondaient à un deuxième anticorps. Puis il y a quelques articles qui sont sortis, ici que 7 patients, donc ce n'est pas énorme. Ici, un petit peu plus, donc de nouveau sur à peu près 1400 patients, 78 patients ont switché d'un anticorps à un autre parce qu'ils ne répondaient pas suffisamment. Ils n'avaient des données suffisantes que pour analyser 25 patients. Malheureusement, chez ces 25 patients-là, donc 88% avaient une migraine chronique, donc ce sont les patients les plus rebelles, et 9 patients avaient des céphalées quotidiennes et permanentes. Et donc, quand ils ont switché pour un autre anticorps, si on prend donc... Oh, c'est sensible. Voilà. Tous les patients ici, donc ces points-ci, et en rouge, donc c'est ceux qui ne répondent pas au deuxième anticorps, ce sont les patients qui ont une migraine chronique et permanente. Donc, si on exclut ces patients-là, si on prend les chiffres ici, donc on obtient une réponse à plus de 50% chez 20% des patients dans cette étude-là. Donc même un patient qui ne répond pas à un premier anticorps peut éventuellement répondre à un deuxième anticorps. Autre étude qui montre la même chose ici, donc de nouveau 153 patients qui vont être switchés vers un deuxième anticorps. Ici en l'occurrence c'est le frémanizumab, donc la Jovie. En vert foncé, donc tous les patients confondus, 42% des patients vont répondre alors que c'est un deuxième anticorps. Et si on fait la séparation, et ça on le sait maintenant que les migraines chroniques répondent moins bien que les autres, c'est 48% des patients avec une migraine épisodique vont répondre à un deuxième anticorps alors qu'ils n'ont pas répondu au premier, et 36% des migraines chroniques le feront aussi. De nouveau, la question qui se pose à ce moment-là, c'est ceux qui répondent à un deuxième anticorps, est-ce qu'ils répondent vraiment à un deuxième anticorps ou est-ce qu'ils répondent à un anticorps juste parce qu'on a continué à le donner? Je vous rappelle l'étude tout à l'heure, donc la moitié des patients qui ne répondent pas à 3 mois vont quand même répondre à 6 mois. Donc j'aurais tendance à dire que ici, comme vous pouvez le faire, si un patient ne répond pas à 3 mois, mais si vous avez l'impression que ça prend la bonne route, j'aurais tendance certainement à le continuer. En Belgique, malheureusement, nous, on ne peut pas faire la même chose. Quelles sont les contre-indications éventuellement aux anticorps? Ça reste toujours déconseillé jusqu'à preuve du contraire pendant les grossesses ou l'allaitement. On demande d'être très prudent et on va voir quelques données aussi chez les patients qui ont des facteurs de risque vasculaires ou qui ont une pathologie cardiaque. Dans le syndrome de Raynaud aussi, il faut être très prudent. Et là, il faut discuter avec le spécialiste de votre hôpital qui s'occupe de la de la microcirculation. On a mis, nous, quelques patients qui ont des Raynaud légers sous anticorps et ça se passe bien. Mais il y a des cas décrits d'aggravation de Raynaud quand ils sont mis sous anticorps. Et de nouveau,
l'Erenumab, donc qui est l'Aimovig, a un peu plus de constipation que les autres. Donc un patient qui aurait une constipation sévère, de fait, on ne commencerait pas par celui-là, mais de nouveau, on va voir que les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques que ce qu'on a bien voulu laisser croire. Donc, si on prend ici, donc, dans ce tableau-ci, c'est toutes les études, toutes les publications, les études cliniques en tous les cas, avec les 3 anticorps. Donc, celui-ci, c'est Erenumab. Ici, c'est l'Eptinizumab, donc en IV. Je ne sais pas si vous l'avez. Nous, on ne l'a pas encore en Belgique. Voilà. Donc, on n'a que les sous-cutanés. Donc, le troisième ici, donc c'est le Fremanezumab, donc la Jovie, et Galcanezumab. Donc, si on est vers la droite, donc ça reprend tous les effets secondaires. En fait, si on est de ce côté-ci, c'est en faveur du médicament, donc il n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Si on est de l'autre côté, il y a un peu plus d'effets secondaires que le placebo. Et en tous les cas, tous les anticorps confondus, il n'y a pas de grosse différence par rapport au placebo, en sachant qu'ici, ce n'est une étude que sur 12 à 24 semaines. Si on prend maintenant une des plus longues études qui a été publiée, c'est une étude 5 ans avec l'Erenumab. Donc sur l'efficacité, on se rend compte que plus on continue le traitement, plus ça s'améliore progressivement. Et à la fin des 5 ans, donc on a 71% des patients qui sont répondeurs de plus de 50% sur le nombre de jours où ils ont mal à la tête. Dans l'évaluation à 6 mois, on est à peu près entre 50 et 55%. Donc plus on continue le traitement, plus les patients vont s'améliorer. Et en ce qui concerne par contre les effets secondaires, il y a très peu de choses en fait comme effets secondaires qui sont apparus dans cette étude. Un peu des infections des voies respiratoires supérieures, sans plus, quelques réactions au site d'injection mais qui ont été vraiment minimes. Et en ce qui concerne la tension artérielle, on voit qu'il y a des études parfois qui se contredisent. La FDA a revu les recommandations par rapport à l'Erenumab, donc l'Aimovig, en demandant d'être prudent chez les personnes hypertendues, donc ils l'ont rajouté dans la notice. Parce qu'il y a quelques études qui avaient montré une petite élévation de la tension artérielle, et on voit qu'ici, donc sur 5 ans, donc la systolique, elle passe de 118 à 121, ce qui n'est pas énorme, et la diastolique de 75 à 78. Et certains cardiologues estiment même que cette élévation sur 5 ans correspond à l'élévation naturelle aussi de la tension artérielle. Donc, sur le long terme, en tout cas, visiblement, il n'y a pas de grosses choses qui sortent par rapport à l'Erenumab et l'hypertension artérielle. Et même chose en ce qui concerne la constipation, donc elle est surtout présente au début du traitement, et visiblement les patients s'y habituent ou revoient peut-être le régime ou leur hygiène de vie, et font qu'en tous les cas, à la fin des 5 ans, le pourcentage de la constipation est la même que dans la population générale. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et de nouveau, donc ici, comme tout à l'heure je l'ai dit, donc à 5 ans, il y a encore 56% des patients qui ont continué le traitement. Je rappelle qu'avec les anciens traitements de fond qu'on avait, c'était 25% à 6 mois, 14% à 1 an. Alors, passer ceci. Donc, une autre étude ici, à plus court terme, donc de nouveau, qui comparait donc l'Erenumab en 1 et le Fremanezumab, donc la Jovie, en gauche. Et donc, c'est la prise de la tension artérielle après 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois de traitement. Et on se rend compte que, de fait, il y a une petite élévation de la tension artérielle dès le 3e mois avec l'Erenumab et qui se maintient tout au long du traitement. Hop là. Désolé. Sensible, voilà. Alors qu'avec le Fremanezumab, donc il n'y a que la systolique qui a un peu augmenté pendant le 3e et le 6e mois, puis après ça se stabilise. Donc de nouveau, malgré tout, je pense que les patients qu'on met sous anticorps, il faut être prudent, il faut prendre la tension artérielle à chaque fois. Il ne faut pas oublier non plus qu'on donne ça à des patients qui risquent de prendre des anti-inflammatoires de manière régulière. Donc c'est pas pour ça qu'il ne faut pas donner les traitements. Les anti-inflammatoires, on sait que ça augmente la tension artérielle, c'est pas pour ça qu'on ne les donne pas. Même chose ici avec les anticorps, mais il faut certainement être prudent et prendre la tension artérielle doit être maintenant encore plus systématique qu'avant. Autre petite remarque aussi, donc le CGRP intervient aussi dans la néovascularisation. On n'a pas encore de données de ce qui se passe chez des personnes qui auraient un ulcère qui devrait cicatriser ou une opération chirurgicale avec une cicatrice étendue, que ce soit abdominale ou cardiaque. Est-ce que la cicatrisation se ferait de la même manière ou pas? On n'a pas de données pour le moment. Donc ça, je pense qu'il faut juste en discuter avec les patients. Jusqu'à présent, il y a juste une patiente chez qui j'ai arrêté le traitement en prévision d'une chirurgie de reconstruction mammaire qui allait se faire bientôt. Je lui ai expliqué, elle a préféré de fait arrêter le traitement parce qu'on n'a pas de données sur ce qui se passe. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui sort de nouveau sur le registre à long terme. De nouveau, avec les nouveaux traitements, il faut toujours être un peu prudent. Ce qu'on remarque parfois avec les patients qui ont des anticorps, c'est ce qu'on appelle l'effet de fin de dose. Donc, ils font une injection normalement tous les mois ou toutes les 4 semaines pour l'Erenumab, on va dire tous les mois. Il y a des patients, ça ne pose aucun problème. Ils arrivent même progressivement chez nous à espacer les injections, comme ça raccourcit leur période d'arrêt. Mais il y a des patients, ils doivent vraiment le faire systématiquement. Et il y a des choses qui leur rappellent 2-3 jours avant de faire l'injection, qu'il est temps de la refaire. Donc un graphique ici, donc la patiente, donc ici, donc chaque fois le moment où elle doit faire ses piqûres, donc
pendant un jour ou deux à la main, et puis après, elle n'a plus rien du tout. Et après 2 semaines et demie, 3 semaines, ces crises qui reviennent. Et on a de plus en plus de patients qui rapportent cet effet-là. Alors, ça, c'était donc pour les anticorps. Après, dans les traitements de crise maintenant, on a les anti-inflammatoires, le dafalgan, les suppositoires. On a eu des triptans, donc Serge l'a rappelé, il y a quand même quelques années maintenant. Il y a une nouvelle classe de médicaments qui vient d'arriver, donc ce sont les GEPAN, qui sont de nouveau des molécules par voie orale qui vont agir sur le CGRP, donc sur le récepteur au CGRP, en les bloquant. Or, quel est l'intérêt d'avoir de nouveaux médicaments? D'une part, parce que parfois l'efficacité des anciens, de nouveau, ce n'est pas 100% d'efficacité. Il y a le risque de céphalée entretenue par la prise excessive des antidouleurs, qu'on a avec tous les antidouleurs confondus jusqu'à présent, c'est-à-dire avec le dafalgan, les anti-inflammatoires, les dérivés morphiniques, n'en parlons pas, et avec les triptans également. Avec les GEPAN, ça n'existe pas. C'est même un traitement qu'on peut utiliser en traitement de fond. Donc c'est la première fois où on a un traitement de crise antimigraineux que le patient migraineux peut prendre tous les 2 jours, en l'occurrence en traitement de fond, voire même éventuellement tous les jours si c'était nécessaire, sans entretenir le mal de tête. Donc ça, c'est un peu un changement et une nouveauté. L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a plus les contre-indications vasculaires qu'on peut avoir avec les triptans et les contre-indications d'ulcères avec les anti-inflammatoires. Les GEPAN, on peut les donner chez des personnes qui ont des antécédents cardiovasculaires, avec un peu de prudence, mais moins qu'avec les anticorps, et on peut donner à quelqu'un qui a éventuellement un ulcère. Alors, si on reprend juste donc le Vidura ici, je suppose que vous l'avez aussi dans les 2 indications. Chez nous, donc il est commercialisé, mais il n'est pas encore remboursé, donc ça fait quand même 440 € à peu près si le patient veut le prendre en traitement de fond. Donc c'est dire si on ne l'utilise pas beaucoup pour le moment, on attend la réponse pour le début d'année pour le remboursement. Mais il peut être utilisé en traitement de crise ou en traitement préventif. Et en traitement préventif, c'est tous les 2 jours. Donc ils ont eu 3 études, donc les études bleues donc en traitement aigu, une étude en traitement préventif, et alors on va peut-être juste les comparer par rapport à d'autres données. Donc, dans les études en traitement aigu, on demande aux patients de traiter une seule crise de migraine, et puis après ils sont évalués pendant les 24-48 heures qui suivaient, avec des agendas à compléter, etc. Les critères primaires de l'étude, c'était l'absence totale de douleur à 2 heures, et l'absence totale de ce qu'on appelle les symptômes les plus invalidants de la migraine, nausées, vomissements, photophobie, phonophobie. Et si on prend les chiffres, mais qui n'apparaissent pas ici, j'ai essayé tantôt, même si je suis arrivé à l'heure en plus cette fois-ci, j'arrive pas à remettre les chiffres dessus. Donc, je vais vous les dire, parce que je les ai là-bas. Donc, sur ici, donc, à 2 heures, il y a une absence totale de douleur chez 21% des patients traités par le rimégépan et 10% seulement chez les patients sous placebo. Pour ce qui est de la disparition des symptômes les plus invalidants de la migraine ici, donc on est à 35% à 2 heures sous rimégépan, et on est à 26% avec le placebo. Un autre critère qui est le soulagement à 2 heures, ici donc en bleu, on est à 60% des patients sous rimégépan qui sont soulagés à 2 heures, et on est à 43% pour les patients sous placebo. Alors ici, il faut prendre toujours ceci avec réserve. On ne peut pas comparer normalement des résultats d'études différents, donc il faut toujours être prudent dans ce qu'on dit. Mais si on reprend les chiffres d'autres médicaments, en ce qui concerne donc la disparition complète de la douleur à 2 heures, tout simplement, l'aspirine est à 24%. Ici, on est à 21%. Ça ne s'affiche plus, mais donc c'est 21%. L'ibuprofène est à 26%, donc ce qui n'est pas mauvais. Tous les triptans, on est entre 28 et 35% d'efficacité. Et le plus efficace, ça reste le triptan par voie sous-cutanée, donc le cimatriptan sous-cutané Limitrex, où on est à peu près à 60%. Si on prend maintenant pour l'autre critère qui est le soulagement à 2 heures, donc on est à 59% avec le rimégépan. Et de nouveau, on se rend compte qu'ici, avec les autres traitements par voie orale, on est à peu près dans la même gamme d'efficacité, entre 52 et un peu plus de 60%. De nouveau, celui qui sort du lot, ça reste Limitrex en injection sous-cutanée. On est à presque 80% de soulagement à 2 heures. Ceci, je n'ai pas les chiffres, donc ça va être embêtant. On va les passer. L'autre côté positif, c'est de nouveau la tolérance de ces traitements-là. Très, très peu d'effets secondaires, même si visuellement certains patients sont très fatigués après la prise d'un Vidura. Mais sinon, dans les études en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'effets qui sortent. Nausées éventuellement et un peu d'étourdissement, mais de nouveau des médicaments vraiment bien tolérés. On n'a pas par exemple tous les effets thoraciques, d'oppression thoracique que l'on peut avoir avec les triptans. Ici de nouveau, c'est la réponse au rimégépan en fonction de la réponse du patient au triptan ou s'il a déjà essayé des triptans. Et en gros, il n'y a pas de grosse différence. Donc si on prend la première colonne bleue à chaque fois de chaque graphique, donc celle-ci, qui est la disparition complète de la douleur à 2 heures. On est à 20% pour des patients qui n'ont jamais eu de triptan,
20% pour ceux qui utilisent des triptans pour le moment. Et s'ils ont échoué à un triptan, ils sont toujours à 20%. Et s'ils ont échoué à 2 triptans, ils sont toujours à 20%. Donc en gros, que ce soit un patient répondeur au triptan, il n'y a pas de différence, au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur les données qu'on a, de réponse au rimégépan. Donc il n'y a pas de raison de se dire, si le patient n'a pas répondu à un triptan, je ne vais pas lui proposer le gépan. Ici, ce sont les résultats maintenant pour l'étude en traitement de fond, donc l'équivalent des anticorps monoclonaux, donc le rimégépan, 2 prises par jour, une prise tous les 2 jours, pardon. Et si on prend les chiffres ici, je pense qu'ils sont bien affichés normalement, tout est là, oui. Donc ici, le chiffre que vous voyez, c'est la diminution du nombre moyen, non, ça ne s'est pas affiché non plus en fait, voilà. Donc la diminution du nombre moyen de migraines par mois, il est de 4,3 donc pour le bleu, donc pour le rimégépan, et il est à 3,5 pour le placebo. La différence est statistiquement significative et on a la même dans toutes les autres études aussi. Ça ne paraît pas énorme comme différence, mais cliniquement et d'un point de vue invalidité, c'est énorme pour les patients. Toujours même prudence quand on compare des études différentes, mais si on va avoir une idée de grandeur avec un autre gépan qui arrivera bientôt chez nous, je ne sais pas chez vous s'il arrivera bientôt, c'est l'atogépan. Donc que ce soit le 10, le 30 ou le 60 mg, on est aussi à peu près entre 3,7 et 4,2 jours de migraine par mois en moins quand on le donne en traitement de fond. Si on prend maintenant les patients répondeurs à plus de 50%, donc quel critère le plus important qu'on prend généralement dans toutes les études, donc tous les patients qui vont avoir une diminution de plus de 50% de leur nombre de jours de migraine, il est 49% avec le rimégépan. Toujours même prudence avec les autres traitements par exemple. Le topiramate, on est à 47%. L'atogépan, quelles que soient les doses, on est entre 55 et 60% de répondeurs. Et les anticorps monoclonaux, on l'a dit tout à l'heure, on est à peu près entre 50 et 60%, ce qui est à peu près les chiffres qu'on a avec tous les traitements de fond pour le moment. Après, il y a la tolérance qui est tout à fait différente. Le topiramate, il est efficace, mais on sait que c'est le traitement de fond qu'on arrêtera le plus souvent à cause de ses effets secondaires. Même chose, donc de nouveau en ce qui concerne la tolérance, qu'il soit pris en traitement de crise ou en traitement préventif tous les 2 jours, il y a de nouveau très peu d'effets secondaires qui apparaissent, et en tous les cas pas différents du placebo. Donc c'est vraiment la première fois où on a un traitement par voie orale que l'on peut donner en traitement de crise ou en traitement de fond. Et je rappelle aussi donc de nouveau le seul traitement de crise dans la migraine qui ne va pas entretenir des céphalées par prise excessive des antidouleurs. La migraine chronique, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de fréquence, donc c'est plus de 15 jours par mois sur au moins 3 mois sur 12 mois. Alors là, parfois, c'est difficile de sortir les verres du nez du patient parce qu'il ne va surtout pas laisser grosses crises. En gros, il va dire qu'il a 10 jours par mois mal à la tête. Mais si on lui pose la question dans l'autre sens, et il ne faut jamais hésiter à le faire, combien de jours par mois vous n'avez pas mal à la tête? On pourrait dire, oh, il n'y en a peut-être que 5. Donc il y a 15 jours qui manquent, mais ça, c'est un petit mal de tête normal en fait. Donc on prend un petit ibuprofène, ça passe, c'est pas grave, je gère, mais ça fait quand même au total finalement 25 jours par mois. C'est important parce que de nouveau, ça permet de proposer des traitements qu'on n'aurait pas proposés si on s'était arrêté aux 10 jours par mois. Et notamment en Belgique, en tout cas, pour pouvoir proposer la toxine botulique, donc le Botox, il faut que le patient souffre de migraine chronique. Je suppose qu'ici, c'est la même chose aussi, ou pas? Le Botox? Oui. Il n'y a pas de documents à remplir ou de preuves à donner ou des choses comme ça? Non? Ok. Ouais. Oui, ça va. Alors, le Botox, donc tout le monde le connaît, on en parle dans l'esthétisme. On l'utilise aussi dans des maladies musculaires, donc ce qu'on appelle les dystonies, donc des muscles qui se contractent de manière anormale. Ce qu'on fait dans l'esthétique ou dans ces maladies-là, c'est la toxine botulique va empêcher la libération de neurotransmetteurs, donc les produits que les neurones vont transmettre à ce qui suit pour lui dire de faire quelque chose. Donc le muscle de se contracter, le neurone va libérer de l'acétylcholine qui va dire au muscle de se contracter. La toxine botulique, elle empêche cette libération-là. Donc c'est ce qu'on cherche quand on vise un effet moteur avec la toxine botulique. Maintenant, ce mécanisme-là, il existe aussi au niveau des neurones sensitifs qui vont transmettre l'influx douloureux. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est utilisé dans la migraine. Donc c'est pour empêcher un neurone sensitif de dire au suivant de transmettre l'information de douleur au cerveau. Et c'est pour ça qu'il est utilisé dans la migraine chronique. Donc quand on l'explique aux patients, c'est bien aussi parce que quand on lui propose du Botox, il se demande un peu ce qu'on fait dans l'esthétisme. C'est la seule indication qu'on connaît visiblement dans le monde du Botox. Mais il est utilisé à côté de ça dans beaucoup d'autres vraies maladies. Et donc si on reprend le schéma de tout à l'heure, ici, donc, les anticorps, donc, eux, vont bloquer le CGRP ici. Ça ne passe pas la barrière hématoencéphalique, donc ça ne le bloque qu'en périphérie. La toxine botulique, elle va empêcher la libération du CGRP et d'autres substances aussi. Si on le met sous un autre schéma, et c'est pour ça que c'est intéressant parfois de proposer les 2 traitements, donc les anticorps anti-CGRP vont surtout agir
Donc il y a deux fibres qui transmettent l'influx douloureux, c'est les fibres A delta, ici en bleu, et les fibres C en rouge. Les anticorps anti-CGRP vont surtout agir sur le CGRP qui est libéré et empêcher l'activation des fibres A delta, donc ici en dessous. La toxine botulique, elle, va par contre empêcher l'activation des fibres C. Donc c'est pour ça que pour des patients qui ne répondent pas à un traitement, ce serait intéressant de pouvoir proposer les deux. En Belgique, pour le moment, on ne peut pas le faire dans le cadre du remboursement, mais j'ai des patients que je traite avec les deux en demandant le remboursement de l'anticorps parce que c'est celui qui coûte le plus cher, et le patient à ce moment-là paye sa toxine botulique. Et donc il y a des études qui se sont intéressées à savoir aussi de nouveau si on pouvait switcher d'un anticorps au Botox, si ça valait la peine de le faire, ou si on associait les deux, est-ce qu'on avait un meilleur effet que si on les donnait tout seul. Donc ici, c'est de nouveau une étude où là, on switch de patients qui ne répondent pas à la toxine botulique, donc des patients migraineux chroniques, et on va leur proposer un anticorps monoclonal. Donc ici, si on prend les chiffres, et il faudra juste regarder chaque fois en fait cette colonne-ci, donc ce sont des patients répondeurs à plus de 50%, quel critère qu'on prend dans les études. Pour les patients qui ne répondaient pas à la toxine botulique de plus de 50%, on va dire à 9 mois, ici donc c'est quand même 62% des patients qui vont répondre à un anticorps. Donc de nouveau, ça vaut la peine, un patient qui ne répond pas à la toxine botulique, de lui proposer un anticorps. Même si, de nouveau, je fais un rappel sur les facteurs prédictifs du départ, facteurs prédictifs négatifs de réponse aux anticorps, c'est la migraine chronique. Ce n'est pas pour ça du tout qu'il ne faut pas proposer des traitements, c'est juste des idées pour le moment qui sont lancées. Donc un patient qui ne répond pas à la toxine botulique, ça vaut certainement la peine de lui proposer un anticorps monoclonal. Autre étude ici, de nouveau, dans la migraine chronique réfractaire. Donc, premier traitement essayé chez ces patients-là, c'était au moins 3 cycles d'injection de toxine botulique. Arrivé ici, donc la différence, l'amélioration clinique n'est pas statistiquement significative. Donc, ils sont mis à ce moment-là au moins sur 3 mois par un anticorps seul, donc sans toxine botulique. De nouveau, patients réfractaires ici dans cette population-là qui ne répondent pas suffisamment aux anticorps. Si on associe les deux traitements, à ce moment-là, ils obtiennent une amélioration significative. C'est une étude sur 19 patients, donc ce n'est pas énorme, mais de nouveau, une amélioration en associant les deux chez 3/4 des patients, alors qu'ils ne répondaient pas suffisamment au traitement pris en monothérapie. Le schéma du Botox, pour ceux qui le font, vous le connaissez, donc on pique de 31 à 39 fois. Alors, il y a les 31 points classiques, puis il y a les 8 points qu'on appelle follow the pain. Alors, au début, quand on fait le protocole PREMT, on essaye de le suivre, on interroge les patients. Après, toutes les données montrent que plus on injecte, mieux c'est. Alors que j'avoue, moi, tous les patients que j'injecte maintenant, c'est 37 à 39 points d'office. Chez nous, on a des flacons en 100 unités, donc de toute façon, les flacons sont ouverts parce qu'on va injecter 195 unités au maximum. Donc maintenant, tous mes patients, ils ont généralement les 195 unités d'injection. En ce qui concerne la réponse, et là, les chiffres ici apparaissent, oui. Si on prend donc les patients qui sont répondeurs à plus de 50%, donc on est à 50% des patients répondeurs, on parle de migraine chronique ici, pas de migraine épisodique. Et pour les patients qui sont améliorés à plus de 75%, donc on a quand même 1/4 des patients sous Botox qui vont être améliorés de plus de 75% sur le nombre de jours où ils ont mal à la tête. Et de nouveau, toutes les études le montrent aussi, plus on continue à faire des injections, plus la fréquence des crises diminue avec le temps, donc il n'y a pas d'essoufflement du traitement. Alors, on va le passer celui-là. C'est un résumé de tous les traitements qu'on a. En gros, en vert, donc les deux colonnes, ces deux colonnes-ci, c'est par rapport à l'efficacité du traitement. Si vous êtes en vert, vous êtes supérieur au placebo. Si vous êtes en rouge, vous êtes inférieur au placebo. Et si vous êtes en jaune, c'est équivalent au placebo. Et donc, point de vue efficacité, donc frémanizumab, érinomab, galcanezumab, eptinezumab et les gépants sont clairement en faveur de leur efficacité. Le topiramate aussi, les bêta-bloquants aussi. Ça devient un petit peu plus difficile parce que les études sont anciennes et beaucoup plus petites avec le valproate, donc la dépakine et la mitriptyline, un vieil antidépresseur. Et après, si on passe sur l'autre colonne après, par contre, au niveau du placebo, des effets secondaires, on se rend compte que de nouveau, les anticorps monoclonaux et les gépants font partie des médicaments qui sont aussi bien tolérés que les placebos, alors que quand on arrive au traitement classique qu'on a avant, on est clair que là, les effets secondaires sont supérieurs au placebo. Donc ce serait vraiment idéal de pouvoir proposer tous ces médicaments-là en première ligne. Chez nous, ce n'est pas faisable. Alors après, il y a la question, c'est quel anticorps choisir? Est-ce qu'il y a une étude qui va démontrer qu'un anticorps est supérieur à l'autre, etc. Alors là, la littérature, elle est énorme. J'ai essayé de résumer quelques études que j'ai lues, mais il y a vraiment beaucoup trop à lire. Ici, c'est une étude, donc 140 patients. Ce graphique-ci montre qu'en gros, il n'y a pas de différence entre les 3 anticorps, que ce soit galcanezumab, frémanezumab et érinomab, donc les anticorps par voie sous-cutanée. La seule petite différence qu'ils ont remarquée dans l'étude, c'est uniquement
pour les patients qui avaient des céphalées par prise excessive d'antidouleurs, c'est qu'ils avaient une réponse un peu plus rapide avec le galcanezumab et l'erinumab et le galcanezumab par rapport au frémanizumab. Mais sur le long terme, l'efficacité était la même. Donc cette étude-ci aurait tendance à dire que les 3 anticorps se valent au niveau efficacité. Une autre étude ici aussi, de nouveau, où les résultats sont un peu mitigés. Donc de nouveau, ce graphique-ci, c'est sur le nombre de jours où les patients ont mal à la tête. En orange, ce sont les anticorps antirécepteurs au CGRP, donc c'est l'erinumab. Et ils ont groupé ici les anticorps anti-CGRP, donc galcanezumab et frémanizumab. Et il y a juste une petite différence au temps 1 et au temps 3, mais qui disparaît de nouveau au temps 6. Donc de nouveau, cette étude-ci, pas de grosse différence entre les différents anticorps. La seule différence que l'on a peut-être dans cette étude-là, c'est si vous regardez ce qu'on appelle les super répondeurs, donc ceux qui sont améliorés de plus de 75%, on en a un peu plus dans le groupe anti-CGRP, donc frémanizumab et galcanezumab, que dans le groupe erinumab. Mais pour l'efficacité classique, ou en tout cas le nombre de jours moyens diminués par mois et les répondeurs à 50%, les 3 anticorps sont relativement équivalents. On a peut-être un peu plus d'hyper-répondeurs avec la Jovi et l'Emgality. Alors, ici maintenant sont quelques petites données personnelles après sur de nouveau les switches des traitements. Donc, j'essaye de créer une base de données, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'essaye de le faire. Elle est un peu plus grosse maintenant, donc ici j'ai 109 patients sous galcanezumab, 89 erinumab, 105 sur frémanizumab. Il y en a peut-être 130, 140 maintenant dans chaque groupe, répartis de manière homogène, mais je n'ai pas eu le temps d'analyser ça. Et une centaine de patients sous Botox. Dans le groupe CGRP, donc les patients qui ont des anticorps anti-CGRP, j'ai 43% des patients qui viennent d'un switch. C'est-à-dire qu'avant le CGRP, ils ont eu soit un premier CGRP ou ils ont eu le Botox. Et dans les patients sous Botox, un tiers à peu près qui viennent d'un anti-CGRP qui n'était pas efficace et je les ai passés sous Botox. Pour les patients donc sous un anticorps anti-CGRP qui viennent soit d'un premier échec CGRP ou Botox, 52% des patients vont répondre à l'anticorps. Pour les patients que je passe sous Botox après un échec à un anticorps anti-CGRP, 35% des patients vont répondre. Donc ça vaut la peine d'essayer de changer les molécules chez ces patients-là. On ne va pas les détailler molécule par molécule parce que ce sont des petites données. Juste ici, si on résume en gros, donc pour les patients que moi j'ai en tout cas, quand je passe d'un anticorps, les patients ne répondent pas, je passe à un deuxième anticorps, 57% des patients vont répondre. Si je passe du Botox à un anticorps anti-CGRP, 51% des patients vont répondre. Je passe d'un anticorps anti-CGRP au Botox, 34% des patients vont répondre. Et si je passe pour des patients qui ont déjà eu le Botox et un anticorps, ils vont répondre à l'anticorps suivant, quand même 56% des patients. De nouveau, ce ne sont pas des grosses populations, mais ça vaut la peine d'essayer. Donc il ne faut pas s'arrêter après un premier échec chez ces patients-là. Ça, c'est ce qu'on a pour le moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus grand-chose dans la migraine, donc ça commence enfin à bouger depuis 3-4 ans. Et ça va encore continuer à le faire. Il y a d'autres molécules qui vont être la cible de traitement dans la migraine. Il y a notamment le PACAP ici. Il y a le récepteur à l'amyline. Il y a aussi une étude de phase 1 pour le moment avec une vaccination pour le CGRP. Donc on vaccine les patients pour que ce soit eux-mêmes qui produisent leurs anticorps anti-CGRP plutôt que d'administrer l'anticorps anti-CGRP directement, mais c'est en phase 1 pour le moment. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour le moment. Alors, qui dit beaucoup de projets, dit beaucoup de lectures aussi, comme vous l'avez vu, beaucoup de données différentes, lequel est différent, lequel n'est pas différent, etc. Je crois que par semaine, dans la migraine ou dans la céphalée, il y a une pile comme ça d'articles qui sortent. C'est impossible à lire. Si on voulait tous les lire, il faudra arrêter de travailler et on ne fait plus que lire. Donc je pense que le futur, en tout cas, pas immédiatement, mais en tout cas, ça reste l'intelligence artificielle qui pourra faire le résumé exactement. Est-ce qu'il y a un anticorps supérieur à l'autre en fonction du patient qu'on a devant soi, si c'est un homme, une dame, migraine avec aura, sans aura, un échec à 2 traitements de fond, 3 traitements de fond, etc. Parce que jusqu'à présent, en tout cas dans les données, il n'y a pas de supériorité d'un anticorps par rapport à l'autre. Même si on a beaucoup tapé sur l'erinumab avec l'hypertension et la constipation, en pratique, c'est quasiment égal à 0. Donc ici, quand on a un patient, on essaye un premier, et puis on essaye le deuxième, etc. Voilà. Et j'ai fini. C'était un peu long, mais voilà.